Est-ce qu'il y a un problème de la responsabilité de la parole politique? Qu'est-ce qui se passe exactement? Sarah Legrain, comment vous l'interprétez? Alors permettez-moi d'abord, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire à votre plateau, de dire quand même un mot de soutien évidemment au rabbin qui a été agressé, ainsi que son enfant et puis à l'ensemble de ses proches, et vous dire aussi, puisque nous allons parler de choses graves qui sont la montée de la haine antisémite en France et des actes Mmh. racistes de façon générale, que je vois aussi des signes d'espoir dans le fait qu'il y a eu un sursaut de solidarité autour de ce rabbin visiblement, et des personnes qui se sont spontanément portées à son secours, qui l'ont incité à appeler la police, de la même façon qu'il y a eu 300 000 personnes dans la rue hier pour manifester dans toute la France, dans plus de 200 rassemblements contre toutes les formes de racisme. Et je crois que le pays a des forces disponibles pour ce sursaut. Maintenant, il faut qu'il advienne, et il faut effectivement que ce soit un sursaut face aux haines qui se répandent dans le pays, aux discours racistes, antisémites, islamophobes, les discours qui s'en prennent aux personnes en fonction de leur origine, mais aussi beaucoup en fonction Vous, de leur religion. en fonction, Euh, vous identifiez et quoi comme cause? Aujourd'hui, pourquoi il y a cette explosion de l'antisémitisme en Je pense France? qu'on a des discours de haine qui sont répandus, malheureusement, qui sont bien davantage répandus du côté finalement des élites politiques et médiatiques du pays que ancrés profondément dans le pays, même si évidemment on sait qu'en France, Quand vous évidemment, dites on a un élite antisémitisme politique et qui reste dans le médiatique, pays. vous parlez de qui? Parce que je pense qu'il y a maintenant très régulièrement des discours de haine, et qu'il y a aussi des discours qui visent à monter les populations les unes contre les autres, et à en fait utiliser les racismes les uns contre les autres. Et je pense que c'est extrêmement grave. Voilà. Et puisque vous parliez de la question de l'importation, ce qu'on appelle Mmh. l'importation du conflit, moi je pense qu'il y a une façon très grave en fait d'assimiler les personnes de confession ou même de culture juive à la politique menée par Netanyahou, qui est une politique absolument condamnable, qu'il faut absolument pouvoir critiquer sans être soi-même taxé d'antisémite. Parce que sinon, ça fabrique effectivement plein d'antisémites. Et je pense qu'il faut être très clair sur cette question pour pouvoir très tranquillement dénoncer ce qui est en train Mmh. de se produire en Israël, dénoncer ce qui est en train d'être fait au peuple palestinien, sans soi-même ni être accusé d'antisémitisme, ni alimenter un antisémitisme qui assimilerait la population juive de France et de partout dans le monde à la politique de Netanyahou. Oui, je pense qu'il faut de la clarté là-dedans, et que beaucoup de confusion ont été entretenues énormément. Et je pense aussi que les partis en France qui font profession du racisme, comme le parti du Rassemblement national, qui est historiquement un parti raciste, qui continue à tenir des propos racistes, qui comporte en son sein des personnes qui ont été condamnées et qui ont été poursuivies pour des questions d'antisémitisme et de racisme, a été terriblement banalisé, terriblement républicanisé dans la sphère médiatique et politique Alors, à aujourd'hui, ce sujet, alors qu'il À propage ce des sujet, discours de haine. justement, puisque vous pointez du doigt le Rassemblement national, on va peut-être regarder le tweet de Jordan Bardella. La violente agression du rabbin d'Orléans est une nouvelle manifestation, je le cite, hein, de la fièvre antisémite qui monte dans notre pays, alimentée par une extrême gauche incendiaire. L'auteur de cette agression d'une particulière gravité, d'une grande lâcheté, devra se voir infliger une peine exemplaire. Donc voilà ce que dit à ce sujet Jordan Bardella. Oui, ben, je pense que c'est pas à la France insoumise qu'il y a un député qui a tenu une librairie négationniste. Voilà, c'est Monsieur Bocaletti qui est encore dans le groupe du Rassemblement national, qui a été réinvesti. C'est pas à la France insoumise que vous trouvez 15 députés membres de groupes Facebook dans lesquels, sous des photos de femmes voilées, on dit Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer. Voilà, ce ne sont pas les députés de la France insoumise qui participent à ça. Et je n'ai pas beaucoup entendu, malheureusement, y compris à votre antenne, de discours en continu et de couverture en continu de tous ces actes, tous ces signes de racisme, d'antisémitisme dans le Rassemblement national. Au contraire, j'ai entendu beaucoup de Mais là, plateaux on cherche expliquer juste que le ce soir. Rassemblement national était devenu fréquentable. Ce soir, Eh bien, je Sarah pense que Legrain, Bardella n'a on cherche aucune... à comprendre pourquoi ces chiffres Bien sûr. aujourd'hui explosent. Quelle est la réalité? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Est-ce que ça vient, comme on l'a dit, d'une importation du conflit? Est-ce que ça vient d'une parole politique déresponsabilisée? Prisca Thévenot, quelle est votre analyse? Et moi, je vais déjà réagir et effectivement, je vais rejoindre les propos de ma collègue députée. Déjà, un mot à l'endroit du rabbin et de son fils de 9 ans qui a assisté à toute la scène. Déjà, son courage, parce que je crois qu'il a témoigné sur votre antenne par audio. Et je dois dire que Oui. c'est salutaire et c'est très bien de le faire pour dire que non, nous ne plierons pas, nous continuerons à rester debout et nous n'allons pas changer notre façon de vivre, surtout pas face à celles et ceux qui s'en prennent à nos valeurs en République française. Ensuite, Madame Legrain, vous êtes députée à la France Insoumise et vous nous dites que le Rassemblement national est en train de devenir fréquentable. Je vais être d'accord avec vous. J'ai pas dit qu'il devenait fréquentable, j'ai dit que c'était inacceptable qu'il soit présenté comme fréquentable alors qu'il contient en Mais je son vais vous sein le dire, des gens qui ont tenu des librairies et vous avez antisémites, par raison. exemple.
il est en train de devenir fréquentable, alors qu'en son sein, effectivement, il y a des personnes qui ont été élues et donc qui ont eu l'investiture du Rassemblement national, alors qu'ils tenaient des librairies négationnistes, des librairies avec des livres antisémites. Nous avons aussi très simplement le Rassemblement national qui est l'héritier du Front national, et il faut le dire de façon assez simple. Si vraiment Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou les autres membres du Rassemblement national aujourd'hui avaient eu envie de tirer une croix, de tirer un trait, sur l'héritage idéologique et des pères fondateurs du Front National, ils auraient créé un nouveau parti politique et en repartant de zéro. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, s'ils passent bien, s'ils passent beau, s'ils portent si beau, et vous le savez très bien. Parce que Retailleau les félicite et reprend leurs idées. Non, c'est parce que... Ouais, non, c'est pas ce que je veux dire, en je fait. pense que le gouvernement a une responsabilité. Ne changez pas de sujet. Et regardez-vous en face. Dans le sujet. Ne changez pas de sujet et regardez-vous en face. Expliquez-moi en quoi j'ai rendu le Rassemblement national respectable. Parce que c'est pas moi qui ai repris ces idées. Excusez-moi, peut-être juste l'une après l'autre. Je vous ai écouté et l'argumentaire va vouloir que je puisse aussi m'exprimer pour que vous puissiez après vous opposer. Et c'est bien. Je vous le dis de façon très claire. Dans votre famille politique, la France insoumise, vous ne l'avez pas dénoncé, vous faites toujours partie de la France insoumise. Bien évidemment. Quel est le leader, le seul et unique leader politique dans notre pays qui, au lendemain des attaques du 7 octobre, a dit que l'antisémitisme était résiduel? Je crois que nous avons un journaliste ici qui nous a rappelé des chiffres factuels. Il y a une montée extrêmement préoccupante de l'antisémitisme en France. Il l'a dit que c'était résiduel. Qui est la députée de la France insoumise qui nous a dit qu'elle se sentait agressée par la photo d'un bébé retenu en otage, le bébé Bibas. Quelle est cette famille politique? C'est dans votre famille politique. Quelle est la famille politique? Vous parlez d'affichage menaçant qui avait été déposé sur son bureau. Menaçante, la photo d'un bébé retenu en otage, c'est menaçant, madame. Vous rigolez, j'espère. Non, mais vous plaisantez. Quelle est la famille politique? Vous allez répondre très bien. Oui, prenez des notes parce que ça va être long. Et quelle est la famille politique qui a permis de faire élire une eurodéputée au Parlement européen qui nous explique qu'en fait le Hamas palestinienne. Qui toute la journée et justement qui toute la journée nous parle d'autre chose que de la France en nous expliquant en permanence que ce qui se passe effectivement est tout à fait normal et c'est un mouvement de résistance. En Israël récemment, vous êtes parti en Israël 2 jours avant. Et c'est un crime de partir en Israël. Après, vous allez expliquer qu'on importe le conflit. Et c'est un crime de partir en Israël, madame les députées. Je vais vous répondre sur les différents points. Je vais vous répondre sur les différents points parce que comme ça voilà, je vais vous L'antisionisme est vraiment le nouveau visage de l'antisémitisme. Ah bah voilà, donc vous êtes en train d'apporter je vous le dis franchement, c'est un crime donc d'aller en Israël. Donc, vous venez de me dire 4 fois ça, je ne vous dis pas que c'est un crime, je vous dis simplement que quand on va en Israël 2 jours avant la violation de la trêve par le gouvernement de Netanyahou, et au moment où vous avez une armée qui a produit en 4 mois plus de morts, plus d'enfants morts qu'en 4 ans de conflit, et que ça a été dit par toute la communauté internationale, donc que vous avez un mandat de la... Oui, ça signifie quelque chose politiquement. Oui, c'est un crime. Je vous dis que ça signifie quelque chose politiquement d'être allé en Israël et d'être allé vous afficher avec des gens qui ont des discours colonialistes et racistes. Qui sont morts dans les attaques du 7 octobre. Alors, pour être audible, excusez-moi, pour être audible dans le débat, c'est l'une après l'autre, ça va être plus simple. Et on va reposer. Je vais vous laisser répondre tranquillement, il n'y a pas de souci. Ségolène Royal, quand on entend tout ça et qu'on parle, c'est pourquoi l'antisémitisme explose dans notre société. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la parole politique ? D'abord, je pense que ces agressions sont effroyables et cette montée de l'antisémitisme est en effet extrêmement inquiétante, surtout lorsque l'on voit que l'auteur des faits n'a que 16 ans. Et en plus des agressions qui ne sont pas signalées, donc il y en a probablement plus que les statistiques, il y a globalement aussi la peur quotidienne de la communauté juive, des enfants sur le chemin de l'école. Et donc il faut absolument que la société française en particulier donne l'exemple aussi d'une accalmie. Il y a 2 choses, je pense. Il y a une montée des intolérances, une montée de l'agressivité politique. On vient d'en avoir un exemple. Je veux dire, voilà, on a des agressions antisémites, on a les massacres à Gaza et on a ce débat-là sur le plateau où les partis politiques se renvoient la responsabilité. Mais si la politique française ne donne pas l'exemple d'un minimum de politesse, d'un minimum d'accalmie, d'un minimum de rationalité dans les débats, pour se tourner collectivement vers le combat contre toutes les agressions, contre tous les antisémitismes et tous les racismes, mais quelle sera la force de la parole de la France pour en effet contribuer à l'apaisement dans le pays? La seconde chose, et comment le nier? Et on voit aussi aujourd'hui les manifestations massives à Tel Aviv contre Netanyahou. Comment ne pas voir
que les massacres à Gaza, avec les photos des enfants broyés, déchiquetés, qui circulent dans les banlieues, ne nourrit pas quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netanyahou est le principal adversaire d'Israël et de la cause juive. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand le RN se dit le rempart de l'antisémitisme, c'est juste parce qu'il est soutien d'un gouvernement d'extrême droite qui aujourd'hui massacre un peuple. Et je sais que c'est très dur pour ceux qui ont subi le 7 octobre ou qui souffrent encore dans leur chair par solidarité de dire cela. Mais heureusement que de plus en plus de voix juives s'élèvent pour condamner cela, et heureusement que les manifestations s'élèvent aussi à Tel Aviv pour faire en sorte précisément que l'on trouve des solutions à la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est ça notre mission première. Et donnons l'exemple de cette cohabitation pacifique entre les partis politiques. Essayons justement ce soir de se parler, de trouver ensemble des solutions pour sortir par le haut. François Mickey-Marty, comment vous analysez cette recrudescence de l'antisémitisme? Pareil, même question. Est-ce qu'on a une responsabilité collective, à la fois de la société, à la fois des politiques, puisqu'ils portent la parole des Français? Est-ce que c'est une importation directe du conflit? Oui, alors bien sûr, en effet, il faut condamner ces actes odieux. Il y a plusieurs choses, je crois, que l'on voit dans la société française. D'abord, l'idée selon laquelle nous vivons de plus en plus en communauté, et ces communautés ont du mal à vivre ensemble. Aujourd'hui, le baromètre que réalise Sciences Po le montre très bien. On a 62% des Français qui estiment que la France n'est plus un pays, certes avec des différences, mais une juxtaposition de communautés. Et chaque communauté, 62%, et chaque communauté a du mal à supporter l'autre. Ensuite, ce que l'on voit, il y a plusieurs études, il y a ce que fait Sciences Po, il y a ce que fait la Fondapol, il y a ce que fait la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce que l'on constate concrètement, c'est d'abord une pérennité des préjugés, des stéréotypes, d'ailleurs, sur une partie de la communauté juive, sur une partie des musulmans aussi, qui sont là depuis longtemps et qui existent toujours. Ensuite, deuxième élément, vous l'avez très bien évoqué, le 7 octobre a fait basculer les choses. On le mesure très concrètement. Hein. Avant le 7 octobre, 60% des Français estimaient que l'antisémitisme était répandu dans la société française. Ensuite, on est passé à 76-80%. Donc le 7 octobre a considérablement fait basculer les choses. Je crois que pour résumer, il y a plusieurs choses au fond. Il y a une manière de faire société. Ensuite, il y a des préjugés qui existent, mais le préjugé ne veut pas dire passage à l'acte. Là, on voit autre chose. On voit des passages à l'acte qui sont violents, virulents. Ça veut dire que ce qui s'ajoute à ça, ce sont des passions. Et en effet, le 7 octobre, il a considérablement contribué. Et puis, des phénomènes d'émulation, des personnes qui en rencontrent d'autres et qui, d'une certaine manière, se confortent dans leur vision. Et on voit aujourd'hui, en effet, des attitudes qui sont de plus en plus virulentes. Alors, à ce point qu'aujourd'hui, 57% des Français estiment que, pour répondre à votre question, vu de l'opinion, 57% des Français estiment que le principal moteur de l'antisémitisme en France, c'est le rejet d'Israël, 57%. Donc, le reste n'a pas disparu, malheureusement, mais aujourd'hui, on est dans une situation qui déploie de nouvelles formes d'antisémitisme avec des passages à l'acte qui, malheureusement, doivent être déployés. Guillaume Fard, un mot. La question, c'est, enfin, pour prolonger ce que disait François Mickey-Marty, c'est aussi celle de l'antisémitisme d'atmosphère. Enfin, ça a été beaucoup repris, mais c'est l'ambiguïté de certains propos. Il fut un temps, maintenant un peu éloigné, où Georges Frêche, il a décédé depuis, quand il était président de région, avait dit de Laurent Fabius, il a une tête pas catholique. Et puis tout le monde s'était tourné vers lui en disant, mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Et il a dit, non, mais c'est dans le dictionnaire, pas catholique, c'est dans le dictionnaire. D'accord. Mais il avait volontairement installé une ambiguïté de discours. Il était suffisamment intelligent pour savoir très bien que ça provoquerait une réaction épidermique dans une partie de l'opinion. Jean-Luc Mélenchon, et je me tourne vers vous, quand il dit prendre les cheveux des gens pour en faire des édredons, il sait très bien à quelle image cela va renvoyer, à quel moment de l'histoire on a fait cela. Ou quand il dit de Mme Brunpied qu'elle a campé en Israël. Et après dire non mais c'est prendre sa tente, ou oui effectivement on prend les cheveux des gens, on en fait des édredons. C'est créer une ambiguïté à dessein. Pourquoi faire ça? Enfin, il sait très bien qu'on va lui reprocher a posteriori. Quel est l'objectif recherché? Est-ce que ça ne contribue pas justement à créer cette atmosphère? Moi, je pense que ça crée de l'atmosphère de décider d'aller voir. Je suis désolée quand en fait on parle de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui va en habit militaire dans un camp militaire à la frontière avec Gaza, au moment d'une offensive armée, et qu'on dit elle est allée camper
je crois que précisément d'aller mettre sur ce mot-là. L'expression des cheveux Pardon, en mais édredon, je sais même pas. c'est à Auschwitz. Mais qu'on je fait sais ça. même pas de quoi. Mais il y a quelques jours, c'est ces propos. Voilà, mais donc ça devait n'avoir. Excusez-moi, mais ça n'avait aucune espèce de rapport avec le sujet. Et je suis désolée. Non mais ça reste comme une ambiguïté très forte. Mais en fait, je pense qu'il y a une responsabilité précisément parce qu'on parle de sujets graves. En fait, il y a une responsabilité aussi à ne pas fabriquer des antisémites, à ne pas expliquer que les 300 000 personnes qui ont manifesté hier, alors tout d'un coup, parce qu'il y a eu invention de slogans qui n'ont jamais été prononcés à la manifestation, tout d'un coup, on a fabriqué des antisémites. Je vous pose juste la question. Sarah Legrain, le problème sur cette manifestation, ça a été cette affiche qui a été retirée par la France Insoumise, cette affiche de Cyril Hanouna qui a posé problème. Dans la manifestation ? Avant la manifestation, c'est ça. Non, avant la manifestation très réussie. Et ce que je veux réussir à montrer, c'est que justement, précisément, malgré 10 jours qui ont été passés sur un visuel qui a été retiré. Mais un visuel problématique. Un visuel problématique dont nous avons dit qu'il était problématique dès lors que, et nous l'avons retiré parce que dès lors que ce visuel pouvait être rapproché d'affiches qui aboutissaient à ce que des millions de personnes dans le pays, dans le monde, puissent se sentir insultées par ce visuel et qui puissent donner l'impression que dans ce visuel, on attaquait une personne parce qu'elle était juive. C'était pas possible de le maintenir. Nous ne l'avons pas maintenu, mais je crois qu'on l'a pas maintenu 24 heures. On a dit qu'on le retirait. On a dit que l'intention n'était pas celle-là, bien évidemment. Et je mets au défi qui que ce soit d'arriver à démontrer que l'intention était de viser cette personne comme juive. Et par ailleurs, j'aimerais dire quelque chose. Récemment, Aurore Berger, elle a voulu faire une campagne contre l'antisémitisme. Elle a fait un affichage qui a été désastreux. C'était sale juif qu'elle voulait placarder partout et elle disait que ça permettrait de faire un sursaut. Et je comprends le raisonnement qu'a fait ça et je comprends que ça a été retiré. Et on n'a pas passé 10 jours sur BFM TV et sur toutes les télés en continu à expliquer qu'Aurore Berger était antisémite et je ne le crois pas qu'elle l'était en faisant cette affiche. Donc maintenant, ça commence à bien faire parce que pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on a passé 10 jours à parler du visuel ? Pour éviter de dire qu'il y avait une manifestation contre tous les racismes qui avaient lieu, contre les idées d'extrême droite et pour éviter de pointer quelque chose de nauséabond qui se passe dans le pays, qui est qu'aujourd'hui, oui, effectivement, des personnes qui portent des kippas peuvent avoir peur quand ils sortent de chez eux, mais aussi des femmes qui portent le voile. Et elles ont peur aussi parce qu'au plus haut du gouvernement, au plus haut de l'État, vous avez un concours qui s'opère entre celui qui va récupérer le plus d'idées du Rassemblement national, qui veut empêcher les femmes musulmanes d'aller à l'université, qui veut leur empêcher d'aller faire du sport, qui veut les empêcher d'accompagner les sorties scolaires avec leurs enfants. Et que ça, c'est inacceptable et que ça fait qu'il y a des millions de gens dans le pays qui se sentent en fait mis en cause, qui se sentent insultés par les politiques du gouvernement. Et c'est ça que c'est ce sursaut que nous avons voulu lancer pour parler justement d'unité populaire, de fraternité populaire face à tous ces discours de haine qu'on entend. Et moi, je déplore qu'il ait fallu justement salir cette manifestation à l'avance en faisant des polémiques pendant une semaine alors que c'était un visuel qui était retiré et qu'il ait fallu que hier, toute la journée, vous interviewez des personnes d'extrême droite pendant qu'il y avait une manifestation qui se déroulait, 300 000 personnes dans la rue contre le racisme et vous invitez des racistes sur le plateau pour commenter et vous on a aussi largement fait venir des députés LFI toute la journée. Tous ceux qui ont répondu à notre appel sont venus sur ce plateau. Mon espoir n'est pas venu de votre plateau, il est venu du fait qu'il y avait 300 000 personnes dans tout le pays, dans plus de 200 rassemblements avec 400 organisations. Pour être précis, 91 000 selon le ministère de l'Intérieur, mais on sait bien que les chiffres, on n'est jamais d'accord dessus. Je pense qu'il y a un sursaut de la même façon qu'il y a quelques mois déjà de cela. Au moment des élections législatives, il y a eu un sursaut dans le pays pour dire nous ne voulons pas d'extrême droite. Pour revenir à l'essentiel de ce débat, pourquoi cette flambée de l'antisémitisme aujourd'hui en France, puisqu'on parle de cette agression qui a eu lieu, et pourquoi cette flambée, comment l'expliquer? Pour revenir à cette question de l'importation, malheureusement, du conflit qui se passe. Vous l'avez vécu, Prisca Thévenot, vous revenez d'Israël. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette problématique autour de l'importation de ce conflit en France? Vous le dites vous-même, vous répondez à votre question. Effectivement, il y a une importation de ce conflit en France, mais en premier lieu, et je le dis en tant que responsable politique, et pardonnez-moi, Madame Ségolène-Royal, oui, nos débats sont houleux, mais le contexte est dramatique, en fait. Et regarder ça sans réagir, parce qu'on touche quand même à notre République, à notre pays, à ses valeurs. Nous avons aujourd'hui un rabbin qui a été agressé parce que rabbin, parce que juif. Un moment... on ne peut pas regarder ça comme ça en disant oui, Madame Legrain et moi, quand bien même elle serait LFI et moi macroniste, on va prendre le thé ensemble, on va trouver des solutions ensemble. C'est nier le problème. C'est nier le problème. Nous avons aujourd'hui des politiques qui portent l'écharpe française et qui importent un conflit et qui travestissent ce conflit en plus. Et je le dis de façon très claire, et pas de querelle, pas de jaloux. Que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise, même combat. Mais clairement, regardons.
qui importe le conflit depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois en France. Et donc votre déplacement en Israël et le déplacement de Madame Braun-Pivet et votre déplacement en Israël il y a quelques temps. Et j'ai été en Israël et je m'excuserai pas d'avoir été en Israël pour soutenir effectivement les familles endeuillées. J'ai été sur un kibbutz du 7 octobre, j'ai été sur le site de Nova du 7 octobre. Pas que ça envoie un message par rapport à la politique génocidaire du gouvernement d'Israël en ce moment? Mais il y a deux choses différentes. Vous voyez, vous êtes en train de le dire. Elle est où la différence? En fait, vous avez été apporter votre soutien dans les manifestations contre Netanyahou? Parce que je vous ai pas tellement parlé. Oui, écoutez, ça vous pose un problème d'aller sur un des sites du 7 octobre? C'est un problème. C'est un crime, madame. C'est un crime. Vous arrêtez pas de vouloir me faire dire crime. Je vous dirai pas que c'est un crime. Je dis que c'est un geste alors, politique. vous devez me le reprocher. Vous êtes une représentante. En fait, je peux vous reprocher vos opinions politiques. Et vos opinions politiques, c'est de toujours dédouaner le gouvernement de Netanyahou face au massacre en cours. Mais je vous ai pas parlé de Netanyahou, c'est vous qui en parlez. Précisément, vous allez en Israël et là, vous êtes incapable de condamner la politique de Netanyahou. Et vous êtes incapable d'avoir un discours, alors que la France, elle devrait être la première à se porter au secours du droit international. Vous me parlez de Netanyahou, moi je vous parle des Israéliens, je vous parle de ces familles endeuillées, je vous parle de ces otages qui sont encore dans les tunnels du Hamas. Et oui, on peut en parler aussi. Et bien évidemment, ce n'est pas normal. C'est absolument intolérable. On ne peut pas le supporter. Mais vous ne pouvez pas me reprocher d'aller en Israël. Supporter l'idée que les gens y voient aussi un message politique que vous envoyez. Et bien que plein de gens. Vous, la LFI. Toutes les personnes qui sont en réalité choquées de voir ce qui est en train de se passer en Palestine, qui sont choqués de voir qu'on est peut-être en train d'assister à le premier génocide filmé. Et du coup, excusez-moi, pour reprendre le fil de ce débat, qui est parce que un gouvernement. C'est de la faute. Non, excusez-moi, c'est pas un débat non plus sur la politique de Benjamin Netanyahou en Israël. C'est un débat sur comment on n'arrive plus à vivre ensemble en France. Pourquoi il y a une montée de l'antisémitisme qui est profonde et quelles solutions en tant que personnalité politique de bords différents, certes, mais représentant tous des Français, vous pouvez apporter pour se vivre ensemble. Mais moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'espoir. Je suis d'une circonscription où vivent ensemble un très grand nombre de communautés différentes, un très grand nombre d'origines géographiques, mais aussi de confessions religieuses très différentes. Voilà. Et par ailleurs, j'ai compris que lors de l'agression du rabbin ce matin, des gens de tout type se sont portés à son secours, spontanément, ne se sont pas dit on se trie en fonction de nos religions, de nos origines, nos âges, etc. Parce qu'ils ont vu la fraternité humaine avant tout. Et je pense qu'il y a ce ferment-là dans ce peuple et qu'il faut combattre absolument tout ce qui contribue à diviser, et y compris tout ce qui contribue à diviser en assignant les personnes d'une culture, d'une religion, d'une origine réelle ou supposée, en les assignant à des opinions politiques, en faisant de tous les musulmans, y compris en faisant des musulmans les antisémites, par exemple. Voilà ce qu'on a vu récemment. Vous avez un éditorial du Monde qui explique que dans les quartiers populaires, il y a les anti-juifs des quartiers populaires. Vous avez des gens qui régulièrement, vous avez des musulmans qui sont assimilés à l'antisémitisme. Mais on parle de l'antisémitisme, je vois pas le rapport avec les musulmans. Je pense que ça entretient en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Ségolène Royal, excusez-moi, Ségolène Royal, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que cette solution pour le vivre ensemble, finalement, on va aller la chercher ailleurs que dans le politique, on peut aller la chercher dans l'éducation, ou c'est une utopie? Dans l'éducation ou c'est une utopie? Comment on y arrive? Comment on arrive à remettre cette laïcité à la française? Parce que là, le modèle semble très abîmé. Oui, c'est une très bonne question. Parce que quand les gens ne se supportent plus, quand les communautés s'opposent les unes aux autres, c'est par méconnaissance de ce qu'elles sont les unes et les autres. C'est toujours comme ça. Lorsque la fraternité recule, c'est parce que les gens se méfient les uns des autres, parce qu'ils ne se connaissent pas. Et donc, réapprendre à se respecter dans les différences, c'est la première des choses. Car on voit monter l'antisémitisme, on voit monter toutes les formes de racisme, on voit monter même le sexisme, on voit les violences faites aux femmes augmenter. Bon, tous les sujets sont différents, bien évidemment, mais on voit monter une très, très forte intolérance et des violences verbales. Et la vie politique française doit s'apaiser aussi. Les responsables politiques doivent donner l'exemple de débats sereins. Et effectivement, faire attention au vocabulaire employé, faire attention au comportement, faire attention aux arguments. Si nous, on n'est pas capable, si les responsables politiques ne sont pas capables de se parler correctement alors qu'ils sont censés incarner la démocratie française et la capacité de faire vivre justement en communauté des hommes et des femmes qui ont des opinions politiques différentes, alors pourquoi est-ce que l'on va demander à la population de se tolérer ?
Et moi, je crois vraiment beaucoup au retour à l'exemplarité de la vie politique française qui est aujourd'hui trop violente, trop tendue. On vient d'assister encore à un exemple là. C'est insupportable. Ah oui. Les gens ne supportent plus. Ils ont dû couper. J'espère que non, qu'ils vont la rallumer. J'espère que non, j'espère qu'ils nous regardent quand même, parce qu'on est là pour les informer. François Miquet Marty, est-ce que vous ressentez ça dans vos études d'opinion, que les Français aspirent à de l'apaisement, et notamment en termes de politique? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je dirais que c'est très ambivalent. C'est-à-dire, il y a à la fois une aspiration à l'apaisement. Alors, vous faites bien de souligner ce point. On a quand même aujourd'hui en France 78% des Français qui appellent à une lutte vigoureuse contre l'antisémitisme. 78%. Alors, vous allez me dire, il en reste 22% qui... Bon. Mais enfin, il y a, tout ça pour dire qu'il y a quand même une très large majorité de gens qui appellent à lutter vigoureusement contre l'antisémitisme. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai l'impression que nous sommes pris dans des forces contradictoires avec, en effet, un désir de paix. La plupart des gens souhaitent la paix. Et en même temps, une société qui se décompose, en effet, en communauté. Et chaque communauté construit son identité contre les autres. C'est ça. Donc, vous m'incitez à raconter ma vie. Moi, depuis 25 ans, je vois ça. Des gens qui de plus en plus disent mon identité c'est ça, et dès lors que mon identité c'est ça, la tienne est nécessairement différente. Mais on va vers un durcissement, on a l'impression que... On va vers un durcissement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a cette confrontation identitaire, il y a eu ça aux États-Unis aussi. Le deuxième point, c'est parce que comme vous avez des gens qui sont en situation aussi de plus en plus difficile, tolèrent de moins en moins la présence de l'autre, ce que l'autre a droit à son histoire, etc., etc., etc. Et puis en effet, il y a des éléments d'actualité tragique qui en rajoutent encore. Donc on est dans un moment extrêmement compliqué. La République française a connu ça, la Seconde République, la Troisième République avait pour vocation de créer une citoyenneté qui dépassait précisément, c'est le propre de l'idée républicaine. Hein. Bon, ça procède quand même du politique, c'est-à-dire en France, ça moins dans d'autres pays. Dans les pays anglo-saxons, c'est davantage les logiques de marché qui prévalent, mais en France, ça procède quand même du politique. Mais ça nécessite, en effet, je rejoins ce que dit Ségolène Royal, ça nécessite d'une certaine manière un discours politique qui soit en mesure d'embrasser tout ça et de dépasser des tensions qui sont souvent passionnelles et pulsionnelles, donc c'est extrêmement compliqué. C'est toute la question du creuset national, ce qu'on appelle le creuset national et la nation. Qu'est-ce qui nous fait tenir debout ensemble ? Qu'est-ce qui nous fait vivre collectivement ensemble? Comment est-ce qu'on surmonte nos différences? Comment est-ce qu'on surmonte nos oppositions de pensée? Comment est-ce qu'on surmonte nos différences de mode de vie? Et quelle est la responsabilité des dirigeants de redonner du sens à ce creuset national? C'est ça le vrai sujet. Et quand on voit effectivement qu'aujourd'hui tout est fragilisé, parce que qu'est-ce qui nourrit aussi ces oppositions entre communautés? C'est le sentiment peut-être que les autres s'en sortent mieux chaque fois qu'il y a une épreuve. Et comme la société française est secouée d'épreuves, il y a eu les épreuves des Gilets jaunes, il y a les épreuves du Covid, il y a eu l'épreuve des manifestations contre la réforme des retraites, il y a eu les menaces contre le modèle de protection sociale qui déstabilisent considérablement toutes les catégories d'âge et toutes les catégories de la population. Et donc, qu'est-ce qui nous reste en commun? C'est ça la responsabilité au plus haut niveau de l'État. Toutes les deux, je vous fais réagir. Prisca Thévenot et Sarah Legrain, dites-moi. Non, mais très bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Madame Ségolène Royal. Et vraiment, j'aimerais. Mais il faut regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pas ne pas vouloir la paix, au contraire. C'est la chérir plus que jamais. Mais il faut regarder la réalité telle qu'elle est, sinon c'est la nier et ne pas pouvoir répondre à l'aspiration légitime que vous demandez, que la majorité des Français demandent, c'est vivre en paix et en liberté dans notre pays, dans notre belle République. Et pour cela, il faut pouvoir dire les choses. Aujourd'hui, nous avons une partie de la classe politique qui va à l'encontre. Vous retombez dans les... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait contre... Mais non, mais on les laisse faire. Apporter des solutions. Eh ben, justement, je les apporte les solutions. Peut-être la justice. Toujours. Eh ben oui, moins des autres partis politiques. Non, mais je sais. Je sais que la France insoumise est là et peut répondre elle-même, mais je vous le dis très honnêtement. En disant LFI tous les matins, midi et soir que vous allez régler le problème. Les gens, ils en peuvent plus. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse faire. On les laisse faire, madame. Mais c'est vous qui êtes au gouvernement. Il y aura des élections. Je suis pas au gouvernement. Je suis à l'Assemblée nationale. Les Français jugeront en fonction de ce que disent les. Mais actuellement, vous êtes aux responsabilités, donc apporter des solutions. Eh ben, on en apporte. On en apporte, par exemple, sur un certain... communautés et de la montée des intolérances. Eh bien, on en apporte. C'est l'injustice et la colère. J'ai en stéréo, du coup, la défense de la LFI. Allez-y. Non, pas du tout. Vous voyez, tout de suite. Moi, je veux bien. Ce mépris, cette condescendance. Je sais pas si madame madame absolument pas soutenu, ni le vocabulaire utilisé par les filles. Vous savez, nous sommes trois femmes en train de débattre. Je ne vous ai pas dit que vous étiez condescendante. Arrêtez de caricaturer tout et de ramener dans des arguments de fond. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, il y a des agressions antisémites. Madame Royal, et vous ramenez ça toujours à une espèce d'obsession anti-LFI.
Non, mais c'est quand même. Ils seront sanctionnés par les. Non, mais ils seront attendez, sanctionnés c'est quand par même- l'électorat. C'est Mais quand même tout incroyable. a été dit, tout a été condamné sur leur vocabulaire, sur les affiches, sur ceci, sur cela. Et donc vous attendez qu'on ait un Non, discours apaisé je quand on regarde parle d'un devant, je sujet dis, qu'est-ce que les gens extrêmement- attendent? Qu'est-ce que les gens attendent Et aujourd'hui? ils attendent aussi qu'on ait l'obligeance comment et le est-ce que- respect. Ils attendent qu'on ait l'obligeance et le tout- respect de- de dire les choses de telles tout- qu'elles sont, de- surtout le jour où nous avons un homme Le qui a été respect de agressé tout le devant monde. son fils parce que juif. Justement. Donc, Parce que juif. Ne rentrez pas dans le pugilat alors qu'il y a des C'est pas un événements pugilat. En plus, extrêmement graves Excusez-moi, la LFI n'a pas besoin d'être C'est victimisée, affligeant. Madame Royal, vraiment. C'est affligeant. Et je pense le qu'il dis faut à dire vous les deux, choses. hein, Mais Madame Royal, moi, je voulais au contraire C'est- réagir. Je trouve que vous posiez la bonne question, qui était qu'est-ce qui fait qu'on fait nation? Qu'est-ce qui fait qu'on fait une communauté nationale? Et il y a plusieurs Vous modèles. allez Il y a- m'attirer des ennuis. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Non, mais historiquement, il y a des modèles de théologie, il y a de théocratie. Des gens où ils disent ce qui fait nation, c'est une religion. Ce qui fait nation, c'est ethnique. Bon. Et en France, notre modèle, c'est que ce qui fait nation, c'est politique. C'est liberté, égalité, fraternité. Et notre question, elle doit être toujours de se demander comment est-ce que la France coïncide à cette idée de liberté, d'égalité, de fraternité. Et il faut qu'on résiste contre toutes les tentations de transformer cette devise et cette nation française en une nation ethnique. Et aujourd'hui, on a des gens qui disent la France, elle est chrétienne d'origine, elle est de civilisation chrétienne, la France, elle est ceci, elle est cela, elle est de telle ou telle religion ou de telle ou telle couleur de peau. Il faut renouer avec l'idéal de liberté, égalité, fraternité. C'est du Et je crois que la politique qui est menée actuellement, elle donne à beaucoup de Français le sentiment d'être victimes d'inégalités, d'être victimes d'injustices et de ne pas appartenir à cette belle promesse républicaine de la liberté, de l'égalité. Guillaume Fard. Vous dites, j'entends, certains disent qu'il faudrait, que la France serait chrétienne ou telle origine, telle origine. C'est proprement du clientélisme électoral. Mais la France insoumise en fait aussi du clientélisme électoral. C'est-à-dire quand Jean-Luc Mélenchon déclare qu'il faut se préoccuper des jeunes et des quartiers populaires et que tout le reste ne rapporte Mais rien on s'en électoralement. fout, Jean-Luc mais c'est Mélenchon. une forme de Mais clientèle arrêtez, électorale. Mais on Madame s'en Royal, c'est les fout mêmes de logiques. Jean-Luc Mélenchon. vous aurez mal Mais compris. arrêtez C'est les mêmes d'instrumentaliser. Vous aurez mal compris. Vous des pensez causes Attendez aussi. les uns après les autres Non, parce mais que juste, sinon monsieur, c'est inaudible. Mais il y a- qu'on se dise pas. il y a des logiques Attendez, de est-ce que clientèle vous avez électorale. compris que Jean-Luc Mélenchon avait dit que la France, elle était constituée de la jeunesse Non, et des je l'ai quartiers pas compris, populaires? je l'ai lu. Non, Donc, mais ce non, sont mais pas donc des vous vous propos trompez, donc je vais qui vous ont été rectifier. inventés. Je peux vous rectifier. Il expliquait. Ce sont Eh ben, des déclarations factuelles, elles ne sont pas non. rectifiées. Mais monsieur- Elles ont été prononcées Mais telles que je vous précisément les non. retranscris. Donc je vais vous, si je peux, monsieur, ce qu'il a dit précisément, c'est que c'était en mobilisant les quartiers populaires et la jeunesse qu'on arriverait à faire la résistance à exactement justement la teneur de la ces citation. idées d'extrême Maintenant, droite c'est un qui disent débat que la sur France est Jean-Luc une Mélenchon. nation. Et Non, il parle de créolisation. Et quand on parle de créolisation ou quand on parle de la nouvelle France, c'est justement cette France aujourd'hui, par exemple, qui est beaucoup où les femmes ont des droits qu'elles n'avaient pas il y a 50 ans. Et pourtant, on est tout le temps sous la même 5e République et sous la même Constitution, alors que la condition des femmes en France a énormément changé. Vous êtes dans une France où, évidemment, il y a eu un métissage, une créolisation de la population qui est immense. Et certains appellent ça le grand remplacement. Et d'autres disent c'est la nature même de la France, c'est la continuation de ce que la France a toujours été. Et c'est ce qui doit permettre à la France de se refonder dans une 6e République. Donc vous pouvez après prendre des petites phrases et dire que Jean-Luc Mélenchon dit que la France, c'est juste les jeunes ou juste les quartiers populaires. Mais c'est ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire sur le projet du clientélisme électoral dans une France Mais fragmentée. déjà, moi, C'est je ça, ma n'accepte question. pas cette notion, monsieur, de clientélisme électoral. Je n'accepte pas. Je ne suis pas une marchande, je ne fais pas du marché. Je veux la refondation du peuple français. Je veux que le peuple français se reconnaisse dans sa constitution et se reconnaisse dans les politiques qui sont menées. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. Donc moi, je ne fais pas de clientélisme, monsieur. Après, si vous voulez employer ce terme-là, vous en êtes le maître, mais je ne le reprends pas à mon compte. Merci à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette montée de l'antisémitisme en France.